moyens humains et financiers, sur quelle durée, comment, où, avec qui, etc. Sa réponse a été très courte et simple. Connaissant nos propres origines, nos parents sont devant toi, fais tout pour qu'ils vivent bien, débrouille-toi et je serai toujours là pour débloquer les situations. Voilà, cette sensibilité de gens qui ont connu des situations similaires et qui ne l'ont pas oublié. Je voulais dire aussi que la durée de l'accueil à Gardanne, officiellement, au début, c'était 1 mois. Le maire, donc le 11 septembre, a dit OK, le 10 septembre, on les accueille pour 1 mois. Après, il a dit quand même jusqu'à Noël. Et après, il a dit il faudra que les enfants finissent l'année scolaire. Voilà, ça c'était en 2012, à cheval sur 2013, et puis la dernière famille est partie le 9 janvier 2017. C'est-à-dire que de loin en loin, il a prorogé cette autorisation, avec la nécessité, comme le soulignait Moustapha, quand même de mettre un terme à ça pour les raisons que Moustapha a fort bien indiquées. Alain Fourest, dans un de ses écrits, je connaissais sans doute plus ou moins, il a écrit beaucoup sur ce qui concerne les Roms. Il se demande si la question Rome, avec des guillemets, finalement, n'est pas une question gadjo. Vous savez ce que ça veut dire, gadjo? Gadjo, c'est les non-roms. Voilà, il se demande si... Voilà, c'était juste une petite remarque où effectivement la charte du Puizel interdisait la consommation d'alcool. Alors, c'est pas tout à fait sur le même plan que le respect des coutumes gardanaises, supposait-elle, mais enfin voilà, c'était des choses. Bon, ça a été fait dans le souci que Moustapha a expliqué. Enfin, il y avait des choses qui étaient quand même un petit peu dures à respecter et à faire appliquer. Mais enfin, ça a été une référence importante. Je pense qu'on peut passer à quelques questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Et merci aux intervenants. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a plus personne maintenant alors, sur cet endroit-là. Et est-ce que vous avez fait un suivi des familles? Est-ce que vous savez un petit peu maintenant vous avez suivi chaque famille qui est partie? Vous savez un peu quelle est leur situation actuelle? On va peut-être prendre un ensemble de questions et puis comme ça laisse le temps à Didier de répondre après à Didier et puis on va prendre toutes les questions. Oui, il y a une question. Le problème des Roms est un problème crucial. Mais il ne faut pas oublier qu'avant le problème des Roms, il y a déjà le problème des gens du voyage. Il n'est pas résolu pour autant. Le tiers des rejets que l'on connaît à l'égard des Roms se manifeste toujours pour les gens du voyage. Voilà, donc il ne faut pas les oublier ça. Et la solution des Roms passera aussi et d'abord par la résolution du problème des gens du voyage. C'est la raison pour laquelle l'équipe comme Sarkozy a volontairement amalgamé, bien sûr. En assimilant Rome et gens du voyage, il faut exclure les gens du voyage. Plus les et ça, il ne faut pas l'accepter. Il y a distinguer les deux problèmes. Pour les serrer, pas pour dire qu'on privilégie l'un ou l'autre, mais dans la hiérarchie, il faut faire l'un avant l'autre pour faire avancer l'autre. Pouvez-vous préciser, excusez-moi, qui sont les gens de voyage? Oui. François, moi, je voulais dire un truc. D'abord, merci. C'était vraiment passionnant ce que vous avez raconté. Moi, je voudrais dire un truc, c'est quand même que la France vit dans une contradiction qui mérite quand même d'être relevée. C'est que d'un côté, on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques, il n'y a pas de minorité, mais que d'autre part, il ne peut pas y avoir plus de 3% de gens du voyage, de Rome, je ne sais pas comment c'était, dans les communes, que Sarkozy dit que les Roms les campements roms doivent être virés, que Valls dit que les Roms n'ont pas vocation à... C'est-à-dire qu'il y a un double discours permanent. D'un côté, on n'a pas le droit d'isoler une fraction de la population comme étant minorité, et c'est vrai, et pour les Basques, et pour les Corses, et pour les Martiniquais, etc. Donc, interdiction absolue. Mais les Roms, eux, ils sont étiquetés comme tels. Et donc, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que la seule solution, c'est que les Roms, les Tziganes, pour reprendre ce qui a été dit ce matin, soient considérés comme une minorité. Déjà, ça allégerait, excusez-moi, ça allégerait quand même, ça ferait vraiment bouger les choses. Il reste les questions.
remercier de l'intervention, surtout de la troisième, parce que c'est celle où j'ai personnellement fait le plus de découvertes. Et je pensais à une phrase que j'avais en tête en descendant, me rappelant de rencontres religieuses récentes. Le grand péché par rapport aux migrants, c'est de ne pas les voir. Réponse de mon voisin, mais pour les voir, il faut être aidé à voir. Donc merci de nous avoir aidés à voir. Mais merci de nous aider à nous voir nous-mêmes. Et ça, c'est mon merci d'aujourd'hui. Je vais commencer à nous voir. Merci partagé. Moi, je répondrai sur la première question, bien sûr. Le suivi des familles aujourd'hui. Le PUZ, donc, je le disais, la dernière famille en est partie le 9 janvier 2017. Des grosses roches de 2 ou 3 tonnes chacune ont été mises à l'entrée pour qu'il n'y ait pas de nouvelles installations sauvages. Mais toutes ces familles, bon, je crois que j'ai dit très rapidement tout à l'heure, il y a 2 familles parties en Irlande, une en Lozère, et puis d'autres dans d'autres endroits du département, Aix-Marseille, Mirabeau et Cardan. Le travail a changé de nature, mais on continue à suivre toutes ces familles à des degrés divers. Certaines sont devenues beaucoup plus autonomes, se débrouillent quasiment toutes seules, bien qu'il y ait souvent des choses pour lesquelles elles ont besoin de coup de pouce. D'autres familles sont beaucoup plus en difficulté, notamment lorsqu'il y a beaucoup d'enfants dans des situations tout à fait dissymétriques. Par exemple, on a des familles dont les gamins sont allés très tôt à l'école, à la maternelle. C'est des gamins qui suivent un cursus scolaire absolument normal, sans aucun problème. D'autres familles où les gosses avaient déjà 8 ans, 10 ans, vous n'avez pas du tout été scolarisés ou par petits interstices entre 2 expulsions. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a une très grande diversité de situations. On continue à suivre ces familles. On a mis en place déjà depuis maintenant 2 ans un système qui fonctionne bien, qui est en gros un binôme de référents par famille. Parce que tant que les gens étaient plus ou moins groupés au PUZ, on pouvait plus faire des interventions, on va dire, thématiques. Un tel, une telle se occupant plutôt de ça. Là maintenant, on est obligé, vu la dispersion géographique, d'être plutôt dans un travail par famille. Sur la deuxième question, je ne suis pas le mieux qualifié pour répondre. Je pense qu'il y a des gens qui le feront, c'est-à-dire la question qui sont exactement les gens du voyage. Je laisserai quelqu'un d'autre répondre. Par contre, alors sur la question soulevée, ce que tu disais, François, sur les statistiques ethniques, c'est fortement controversé, cette affirmation-là est remise en cause notamment par François Héran. François Héran, c'est l'ancien responsable des statistiques de l'INSEE pendant des années, et pendant 9 ou 10 ans, il a été directeur de l'INED, l'Institut national des études démographiques. Et il affirme qu'en matière, c'est dans un bouquin, comment s'appelle son bouquin ? Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir, aux éditions de la Découverte. Il dit, voilà, en matière de statistiques ethniques, il n'y a pas réellement de tabou. Le choix ainsi fait par les autorités françaises de ne pas fournir de chiffres est d'une grande hypocrisie, laissant croire que les Roms et d'autres sont arrivés et arrivent encore en très grand nombre dans les rues de nos villes. Bon, donc quelqu'un dont ça a été le métier à un niveau élevé, alors je ne sais pas sur quoi ils se fondent, je n'ai pas eu le temps de faire de recherche là-dessus, enfin, apparemment, il y a quand même une part d'hypocrisie politique, parce qu'on fait des recensements qui, si on y regarde de près, sont tout aussi discriminants et pourraient être tout aussi litigieux que des recensements de ce type. Voilà sur la question qui sont exactement les gens du voyage, qui veut répondre là, toi, Sacha? Je réponds, il n'existe pas de gens du voyage. Ah bon, Ça n'existe plus. Ben voilà. Parce qu'il n'existe plus de carnet de circulation. Oui. La comptabilité des gens du voyage était au rapport des carnets de circulation. Donc aujourd'hui, après l'abrogation du carnet de circulation, logiquement, il n'existerait plus des gens du voyage. Mais on est tous potentiellement des gens du voyage. Vous et moi, si demain vous positionnez dans un habitat mobile, vous devenez un pseudo-gens du voyage. Il n'y a pas d'identité culturelle et originelle pour devenir gens du voyage. Vous devenez gens du voyage dès lors que vous êtes dans un statut
de personnes en mouvance et vivant dans un habitat mobile et que vous sollicitez des endroits de stationnement en un lieu spécifique. Si vous vous présentez, maintenant vous pouvez, avant vous ne pouviez pas, si vous vous présentiez du coup dans une aire d'accueil qui acceptait de laisser séjourner pour une période bien déterminée, suivant le règlement intérieur de celui-là, vous rentriez, à condition que vous ayez un carnet de circulation. Aujourd'hui, ils ne sont plus en droit de devoir exiger un carnet de circulation. Moi, j'ai parrainé une étudiante qui est petit Kraki, petit Gadji, avec son mari, qui est aussi Gadjo, qui n'est pas genre du voyage, qui n'a aucune appartenance à la Tsigani. Et j'ai demandé à l'aire d'accueil de les accueillir. Elle a dit oui, on va les accueillir parce que je les ai cautionnés, on va dire. Et là, ils se sont forcés et on les a conseillés pour être en légitime droit d'accès dans cette aire d'accueil, d'aller en préfecture solliciter un carnet de circulation. Ce qui est possible. Je veux dire que vous et moi, nous avons les mêmes droits en tant que citoyens français ou personne en territoire français de réclamer un carnet de circulation qui servait à l'époque de pièce d'identité. Donc ceux qui n'en avaient pas ne pouvaient pas y accéder, suivant les règlements intérieurs de l'aire d'accueil. Mais dès que vous bougez, vous êtes stigmatisé en tant que gens du voyage. Sinon, moi qui suis en maison, je suis un rang bourgeois, mais personne ne le sait. Il y a d'autres éléments de réponse sur cette même question. Et puis je crois que Moustapha voudra faire une précision sur les statistiques ethniques. Simplement sur cette question des stats ethniques, parce qu'il y a un débat chez nous en sciences sociales. Une chose est de dire l'État va recenser des appartenances ethniques. Et à partir du moment où l'État compte et nomme, il qualifie. Alors, si vous comptez des Noirs, vous créez le Noir. Si vous comptez des Arabes, vous créez l'Arabe en tant qu'institution étatique. Ça, c'est une chose pour moi. Est-ce que l'État doit aller dans ce sens-là? C'est un vrai débat. Les risques, ce que ça peut donner en termes de construction. Parce que lorsqu'on parle de minorité, il faudrait qu'on arrive à définir ce qu'est la majorité. Et c'est souvent ce débat-là, il est occulté. Dans la majorité, c'est quoi? C'est le blanc. Alors le blanc, c'est quoi? Comment on définirait le blanc? C'est la couleur de la peau. Et si tu prends le recensement américain, les Irlandais sont devenus blancs dans les années 60. Vous voyez, les Juifs sont devenus blancs dans les années 70. Auparavant, ils étaient comptés comme non blancs dans le recensement américain. Pourtant, plus blanc qu'un Irlandais, c'est difficile. En termes de couleur de peau, si on prend cette référence. Par contre, au débat qui soulève la même question, c'est les formes, les mécanismes de racialisation. Ils existent. Et en France, on est sur l'idée, comme on a la Constitution et les races n'existent pas, il n'y a pas de racialisation. Or, une société qui produit du racisme, le racisme produit des races, forcément. Là où il y a du racisme, il y a des races dans les rapports sociaux. À partir du moment où vous avez une société qui est raciste, où il y a du racisme, le racisme ne peut exister qu'à partir du moment où vous différenciez les races. Aujourd'hui, en France, on est dans cette situation-là. Il y a une forme de racialisation qui n'est pas prise en compte, justement, parce qu'il y a l'idée que les races, ça n'existe pas biologiquement, ce sur quoi on est tous d'accord, et quand je dis nous, c'est pas gagné au niveau aujourd'hui national. Par contre, on nie des situations. On nie le fait que les Roms aujourd'hui soient mis au banc de l'humanité parce qu'on les considère quasiment comme des non-humains. On nie encore le racisme anti-noir qui perdure des siècles et des siècles après l'esclavage. On nie y compris l'antisémitisme qui n'a pas disparu, contrairement à ce que certains pensent et qui est juste souterrain. Okay, ces questions, elles existent et on est dans des sociétés où le retour identitaire est extrêmement fort. Il est extrêmement fort et je dirais que le racisme prolifère avec l'idée en Europe que la race blanche, en guillemets, serait assiégée culturellement, socialement, voire génétiquement chez elle par des nouvelles hordes néo-barbares. Le néo-barbare, de temps en temps c'est l'arabe, de temps en temps c'est le radicalisé, de temps en temps c'est le rome, tout dépend du jour, du contexte, les choses peuvent changer. Et cette question-là, les sciences sociales ont du mal à travailler là-dessus parce qu'il y a cette idée qu'à partir du moment où on va parler de race dans la sociologie, ce combat les qualifier. Donc je dirais que moi j'ai été parmi ceux qui ont pris position contre le recensement sur des appartenances ethniques. Il y a eu une enquête dans les années, en 2007 qui s'appelle Trajectoire et Origine, l'enquête Théo lancée par l'INED. Et l'enquête Théo a fait beaucoup de débats en France, et c'était l'idée de démontrer les formes de discrimination liées aux appartenances. Et
puis ils ont posé il y a eu un consensus en disant qu'avant de lancer l'enquête, on va d'abord faire une enquête exploratoire pour comprendre les appartenances, comment les gens se situent. On s'est rendu compte que les populations noires se situaient toutes comme appartenant à la communauté noire. Donc là, il y avait un taux de quasiment 70% de gens qui se revendiquaient comme étant noirs. Par contre, dès qu'on arrivait sur des populations où c'était moins clair, par exemple les Maghrébins étaient majoritairement à ne pas se dire Maghrébins ni Arabes, ainsi de suite, et à refuser de répondre à cette question. Et la conclusion qu'on peut tirer de cela, c'est que plus une identité est assignée, plus vous êtes montré comme étant de telle ou telle origine, plus vous avez tendance à revendiquer cette origine. Donc la revendication de l'appartenance et son assignation sont des choses qui sont articulées dans les populations. Donc, vous voyez, cette enquête a été intéressante à ce niveau-là, mais on a encore du mal en France à faire de vraies enquêtes, et je vous dis ça parce que je sors d'un débat qui est encore présent sur les listes de l'AFS, l'Association française de sociologie, où on s'écharpe sur un séminaire dont le titre c'est « Classe, race et genre ». Vous voyez, et là, il y a des dizaines et des dizaines de mails de gens qui disent « mais c'est honteux de voir le mot race, ça veut dire que vous les reconnaissez », d'autres défendant la chose inverse, mais c'est pas parce que les choses... on a décidé de les sortir de la loi qu'elles n'existent pas, et donc on a ce retour, moi je pense, de racialisation. Ce qui m'a frappé avec les Roms à Gardanne, c'est de voir comment l'arrivée des Roms a créé une entité majoritaire qui inclut d'anciennes minorités. Il y a des gens qui étaient comptabilisés dans la minorité de Gardanne, à partir du moment où les Roms sont venus, sont rentrés dans la majorité. Donc tout ça, ça bouge en fonction des contextes et des situations. Donc c'est difficile à répondre. Par contre, moi je serais pour, et Béatrice le fait, d'autres le font, sur les questions de discrimination, cette question de la racialisation et non pas des races est prise en compte. Et dernier élément, après je m'arrêterai là, sur la question qui m'avait frappé aussi chez les Roms, qui a été abordée par toi que j'ai oublié d'évoquer, c'est la question des enfants. Et ce qui a disparu chez les Roms avec les familles, l'âge n'était plus un critère, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus les enfants roms, ce sont des populations pour lesquelles l'âge ne compte pas. Un enfant rom, même s'il a 5 ans, il est traité comme un adulte à partir du moment où il est à la mendicité, où il est à l'extérieur. Et ça aussi, c'est important de voir comment une population, on peut lui assigner des critères, on lui assigne des identités, mais comment on peut lui nier toute forme d'humanité, y compris dans les classements par âge, dans les différents enfants-parents. Les enfants roms sont devenus aussi indicateurs de nuisance que les parents dans les écoles et autres, et ça c'est un élément qu'on conserve aux populations qu'on estime les plus loin de l'espèce humaine aujourd'hui, et il y a un problème avec les Roms. Puis sur la question des voyages, je dirais que les plus grands voyageurs, ce sont les Européens à l'échelle mondiale, parce que si vous prenez un Français, il peut voyager dans 80% des pays au monde sans visa. Et si on prend aujourd'hui, on a à peu près 950 millions de touristes dans le monde, et sur les 950 millions de touristes, quasiment 90% proviennent du monde occidental. Donc les plus grands voyageurs ne sont pas ceux qu'on désigne comme voyageurs. Alors, je termine peut-être, après je vous redonne la parole, sur les statistiques ethniques. C'est vrai que l'enquête Théo a donné lieu à des grands débats qui ont quand même qui ont levé un peu le verrou aussi de ces statistiques ethniques, c'est-à-dire que maintenant même l'INSEE s'est mis à produire aussi des statistiques, on sait exactement selon l'origine et selon les pays d'origine des requérants, qui accède à la nationalité, en combien de temps, etc. Donc tout ça maintenant on peut faire de la cartographie en effet extrêmement fine, mais ça a donné lieu à 4 ans de lutte, y compris auprès de la CNIL, etc., pour arriver finalement à faire du traitement des statistiques. Et puis pour revenir sur la question des minorités, il ne peut pas y avoir en France reconnaissance de minorité, puisque le territoire de la France est indivisible, tout comme sa langue qui est le français, qui fait que le pays n'a pas reconnu non plus la charte des langues régionales dites minoritaires, et qu'aujourd'hui, pour parler de la communauté rome, qui n'est pas considérée comme une minorité, elle est considérée comme une communauté marginalisée dans les textes aujourd'hui produits par le FEDER, etc., en France, sur les actions intégrées qui vont être faites en direction de ces populations. Pardon, excusez-moi. Juste par rapport à ce que tu pour reprendre, pour être complémentaire de ce que vous venez de dire, j'ai un cousin, pour avoir été le fils de son père, avoir obtenu un carnet de circulation. Et la particularité de son signe particulier, justement, c'est qu'il était marqué signe particulier, fils de noir. Peut-être une dernière remarque, une dernière question, si vous en avez. Oui. J'avais aussi un petit complément sur la question de... On n'entend pas.
si on voulait répondre d'une façon assez complète sur le sujet, ce serait long. Je vais essayer de ne pas l'être. L'autonomie, ça se définit forcément par rapport à un modèle, un certain nombre de critères. On veut être soi-même, on peut être autonome complètement pour certaines choses et puis pas du tout pour d'autres. On avoir besoin d'aide, de support, etc. Donc ça pose la question du modèle de référence. Alors, Moustapha dit tout le mal qu'il pensait des modèles de référence, et j'en pense pareil du reste. Je l'évoquais tout à l'heure en disant qu'on n'essayait pas de plaquer sur ces familles, ni sur les individus, ni sur les groupes, des modèles selon nos propres schémas. Mais voilà, une autre façon d'aborder les choses, enfin un autre angle, une autre façon complètement, un autre angle, c'est de se référer à leur demande, la demande des familles, la demande des Roms eux-mêmes. Ce qui nous est apparu clairement, c'est qu'ils souhaitaient, pour situer les choses, les Roms qui sont passés par Gardanne étaient pour une partie des gens qui sont depuis 10-12 ans en France, qui ont roulé leur bosse dans toute la France, et à l'étranger aussi, en Espagne notamment, et d'autres plus récemment. Mais tous, en fait, exprimaient à peu près de la même façon leur projet, si tant est qu'on puisse appeler ça un projet, ce qui nous a posé parfois des problèmes, mais en gros, c'était avoir un travail, une maison. C'est du reste des choses qu'on retrouve dans des films, des reportages, etc. Pour des raisons que je sais pas, qu'il faudrait peut-être analyser, la part de la modélisation qui leur est malgré tout plus ou moins suggérée, sinon imposée. Donc à partir de là, l'autonomie, c'est quoi? C'est pouvoir accomplir tout seul les tâches vitales, essentielles, qui se rapportent à cette situation. C'est-à-dire d'abord tout ce qui est relatif au travail, par rapport aux inscriptions à Pôle emploi, par rapport à toutes sortes de choses, le rapport en employeur, aux autres formes d'aide sociale, etc., etc. Et ça, nous, ça nous paraît évident. On est né avec ça. Mais quand, par exemple, on a accompagné les Roms auprès de l'administration des impôts, moi, j'y étais allé une seule fois dans ma vie. Le reste, c'est par Internet. Mais quand on se rend compte du parcours de combat, du combattant que ça peut représenter, que de se trouver dans un bâtiment avec des couloirs partout, des trucs, tel bureau, ben non, ça ne répond pas. Ah ben non, aujourd'hui, cette personne ne travaille pas. On ne se rend pas compte. Et donc voilà, les Roms, pour eux, c'est être confrontés à des choses comme ça au quotidien. Pour l'habitat, c'est pareil. Ça dépend, en général, d'organismes sociaux avec lesquels les situations peuvent être un petit peu complexes. Ça dépend de prestations sociales, pour une part non négligeable. Et puis, il faut savoir s'organiser pour payer le loyer, maintenant, si possible, l'eau, l'électricité, etc., etc. Cette économie domestique-là, a priori, elle leur est totalement étrangère. Donc, il y a eu aussi tout un travail, qu'on peut appeler d'acculturation, enfin, il faudrait peut-être garder le mot pour des choses plus importantes, plus élevées, on va dire, mais voilà, tout un travail. Alors voilà, l'acquisition de l'autonomie, c'est en fonction de la volonté exprimée par la personne, l'amener à être capable de se débrouiller, sans aide extérieure. Pour certains, c'est quasiment acquis, pour d'autres, beaucoup moins. Et alors, un petit aspect complémentaire, le logement, etc., on a écrit dans le bouquin un petit passage qui s'appelle « De l'horizontale à la verticale ». C'est vrai que, puisque vous posiez la question également du type de logement, ils sont dans l'habitat social, hein, pour aller vite, soit dans le diffus, soit dans des petits ensembles de logements qui ne sont pas des bars style La Courneuve, années 70. Mais voilà, ils sont donc dans des appartements. Mais ce passage